Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Mohamed Traoré, Malik Acher et Jemal Taleb. L'économie du Mali ébranlée par l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson de Bamako, la capitale. Depuis la prise d'otage de vendredi dernier, les activités tournent au ralenti. Les professionnels de l'hôtellerie sont particulièrement inquiets. Birama Saonera. Au Mali, l'activité économique tourne au ralenti. En cause, l'attaque terroriste perpétrée contre l'hôtel Radisson le 20 novembre 2015 à Bamako. L'impact économique est à la hauteur de la psychose provoquée par l'attaque. Aujourd'hui, dans la ville de Bamako, les hôtels enregistrent une baisse importante de leur fréquentation. L'hôtellerie n'est pas le seul secteur touché. Le transport lui aussi accuse l'attaque terroriste. Depuis vendredi, les choses sont arrêtées. En raison de l'attaque terroriste, des personnes sont venues à l'hôtel et commencé à tirer sur les gens. Tout le monde a peur. Alors maintenant, l'entreprise est à l'arrêt parce qu'il n'y a personne. L'hôtel est fermé pour l'instant. Je ne sais pas comment on va faire avant son ouverture. L'émotion est encore vive après l'attaque terroriste. Les professionnels de l'hôtellerie sont inquiets. Ils n'arrivent pas à oublier cette journée meurtrière du vendredi 20 novembre 2015. Le jour du drame, je suis arrivé à 7 heures à l'hôtel pour faire mon travail. J'ai trouvé qu'ils ont commencé à tirer. Après mon arrivée, j'ai vu beaucoup de gens autour de l'hôtel. Tout de suite, les policiers sont venus, les soldats également. L'hôtel Radisson a suspendu ses activités pour 2 semaines. À Bamako, les autorités maliennes ont renforcé la sécurité aux abords des hôtels. Le gouvernement malien a décrété l'état d'urgence jusqu'au 30 novembre 2015. En outre, le pays observe à partir de ce lundi 23 novembre 3 jours de deuil national en mémoire des victimes de l'attaque de l'hôtel Radisson. Malik, on peut parler de coups brutaux portés à l'économie du Mali ? Oui, mais là, on réagit juste après l'attentat. C'est normal qu'il y ait cette baisse de fréquentation, baisse de l'activité, ralentissement justement de l'activité économique. Il n'y a pas de développement économique sans sécurité. C'est lié, on le sait. Chaque pays qui est touché par une attaque terroriste en subit des conséquences. Le Mali, quand même, revient de loin. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une reconquête territoriale. Il ne faut pas oublier qu'il y a des opérations en cours au Mali. Donc l'économie ne peut pas se porter à merveille du jour au lendemain. Et donc cela prendra du temps, aussi longtemps que la stabilité et la sécurité soient rétablies au Mali. Donc j'espère que ça va se rétablir rapidement. Mais il ne faut pas... Je pense aller dans la psychose, il faut essayer quand même, je pense c'est aussi psychologique. Les gens ont du mal aussi à exercer leur activité le lendemain d'un attentat, ça va de soi. Et on le voit en France. En France, il y a une baisse drastique des fréquentations, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les hôtels. Les rues sont pratiquement désertes. Et c'est bien normal. Il faudra du temps avant que l'activité économique reprenne. Mais justement, il ne faut pas donner cette carte aux groupes terroristes. Il faut tout faire pour que la vie reprenne. Parce que ce qu'ils veulent, c'est justement toucher le Mali au cœur et le déstabiliser économiquement pour mieux propager une idéologie qui est d'un autre temps. Jemal, alors l'hôtel Radisson était quand même présenté comme l'un des lieux les plus sécurisés de Bamako, la capitale. Comment est-ce que le Mali peut rassurer aujourd'hui ? On demande toujours au Mali ce qu'on ne demande pas aux autres. On est toujours à exiger des uns qu'on n'exige pas des autres, comme quoi il y a toujours 2 poids et 2 mesures. On veut que le Mali aille bien à merveille au lendemain d'une attaque violente de cette ampleur. Il ira mieux plus tard, il ne peut pas aller bien aujourd'hui. L'Égypte va toujours pas bien, la Tunisie va toujours pas bien. Pardon, Paris au lendemain du 13 novembre, toutes les grandes sociétés ont annihilé toutes les relations et personne n'est venu. La Belgique est aujourd'hui carrément à l'arrêt. Bamako subit, hélas, les foudres du terrorisme qui la paralysent aussi. La bravoure, l'intelligence des Maliens fera que demain, ils vont surmonter tout cela. Et quand ils auront surmonté tout cela, la vie reprendra, l'économie reprendra. Et il faut souhaiter que le courage des Maliens permettra de remettre tout cela. Voilà, nous sommes dans une situation, nous sommes dans un monde qui n'est pas très stable. Nous sommes dans une région qui n'est pas très stable. Le Mali, à l'intérieur, à l'extérieur, subit une instabilité forte, très forte, et qui le déstabilise
Évidemment, il n'ira pas bien pendant quelques temps. Il faut souhaiter que la situation intérieure et extérieure soit stabilisée, qu'il aille mieux dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et ça viendra. Je suis moi-même d'un pays qui a connu des situations instables en 2007-2008. Aujourd'hui, depuis 2008, nous n'avons eu aucun attentat terroriste. Nos frontières sont totalement sécurisées. Et ma foi, les Maliens sont comme nous. Ils subissent une situation hier difficile, demain elle sera meilleure. Je n'ai pas de doute de ce point de vue-là. Mohamed, vous partagez les inquiétudes sur l'économie du Mali? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas céder à la psychose parce que il y a eu une attaque sur un hôtel, c'est vrai, et puis surtout l'écho, c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans cet hôtel-là, c'est des investisseurs étrangers qui viennent. Mais au-delà de ça, l'économie en tant que telle du Mali, c'est basé sur l'agriculture, le pastoral, les mines, etc. Aucune de ces structures n'ont arrêté de travailler. Ils continuent, la vie continue au Mali. Maintenant, la psychose, il faut pas céder à cela. Je pense que quand il y a eu, dès les premières minutes de l'attaque, il y a eu les services de sécurité du Mali se sont vraiment déployés assez rapidement avec le ministre Salif Traoré qui est un très compétent en la matière, qui a pu faire en sorte que tout de suite on prenne en charge l'attentat, et ça a aussi permis de mettre en place des systèmes de sécurité un peu partout dans la capitale et dans les endroits à risque. Et ça continue à être déployé. Je pense qu'il ne faut pas céder à la psychose et faire en sorte que on soit unis pour faire en sorte qu'on lutte contre les attentats, qu'on suive aussi les instructions de sécurité, et dire que l'économie malienne, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller, il faut travailler pour redresser l'économie, parce que ça fait des années où c'est au ralenti, la vie est dure pour tout le monde, mais il ne faut pas surtout céder à la psychose. Merci. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement et le gouvernement tunisien ont signé 6 accords de financement en prêt et en don d'un montant de 377 millions d'euros. Un appui pour accompagner le pays vers une croissance inclusive et aussi en soutien aux efforts nationaux en matière de développement régional et de mise en place d'un environnement propice à la création d'emplois. Deogracias Podor. À travers la signature, jeudi 19 novembre 2015, de 6 accords de financement d'un montant global de 377 millions d'euros, la Banque africaine de développement entend promouvoir davantage la croissance inclusive en Tunisie. La mise en œuvre du projet, prévue sur une période de 5 ans à compter de 2016, permettra d'améliorer la mobilité des usagers sur le réseau routier et de renforcer la résilience des infrastructures routières aux effets du changement climatique. Elle contribuera par ailleurs à favoriser les échanges intra- et interrégionaux selon les autorités tunisiennes. C'est une somme importante, effectivement, qui est mobilisée là par la Banque africaine de développement. Donc la BAD est toujours dans sa mission de soutien pour le développement aux pays africains. Et on sait aujourd'hui que la Tunisie, malheureusement, reste un pays qui est fragile. Au niveau du taux de croissance, les prévisions sont à la hausse, même si ce dernier reste assez faible comparé à la moyenne, en tout cas, du continent. Depuis 2011, la Banque africaine de développement a investi près de 2 milliards d'euros pour accompagner la Tunisie dans ses efforts de croissance et de retour à la stabilité politique. Dans la même optique, le nouvel accord concerne principalement 4 projets qui viendront soutenir les efforts des autorités tunisiennes au niveau du développement régional, de l'éducation et de la décentralisation. Il y a une politique libérale qui est en train d'être menée effectivement en Tunisie. Il y a eu un retour à la confiance de la part des partenaires de la Tunisie. Il faut continuer dans ce sens, accélérer le développement, donner une réponse efficace au chômage, et à ce niveau-là, la Tunisie est au rendez-vous malgré tout ce que l'on peut dire lié à la menace sécuritaire. Il est également annoncé la mise en œuvre prochaine de 2 autres projets dans le but de développer la politique industrielle et l'innovation en Tunisie. Le gouvernement entend mieux positionner l'industrie nationale face aux enjeux de compétitivité en tenant compte des principaux créneaux porteurs de la transformation structurelle de l'économie tunisienne. Gemal, ces financements sont axés principalement sur le développement régional et la création d'emplois. C'est ce dont la Tunisie a besoin prioritairement. J'ai envie de dire que prioritairement, la Tunisie a besoin de tout.
c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un plan général parce que les finances publiques sont en piteux état, le chômage est à son paroxysme, la productivité interne est très basse, la consommation intérieure est quasi inexistante. Et donc tout ce qui peut venir aider la relance de la machine économique tunisienne est le bienvenu. Et le concours de la BAD, qui n'est pas le premier, hein, c'est le 3e de l'année, donc le concours de la Banque africaine de développement pour la Tunisie est sérieux. La Tunisie n'a pas que la Banque africaine de développement, elle bénéficie aussi d'un support sérieux des fonds arabes, notamment le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, le Fonds Koweïti, la Banque islamique de développement, le Fonds saoudien. Et là, évidemment, dans tout ce concours, il y a l'aide précieuse, importante, parfois symbolique, mais là, pour le coup, elle n'est pas symbolique. 367 millions, c'est assez important, même si la Tunisie a besoin de beaucoup plus que ça. En tout état de cause, la générosité des Occidentaux se fait attendre. Et là, la générosité de la Banque africaine de développement et des autres pays est plus pressante et plus importante. On peut attendre mieux de la part des Américains, de la part de l'Union européenne, parce que pour le coup, la Tunisie est un rempart, c'est une forteresse. Et si elle tombe, si elle cède face aux difficultés économiques, c'est toute la région qui s'en fera ressentir, et toute la région au-delà de la Tunisie elle-même, de la Méditerranée, des deux rives de la Méditerranée. Et donc la Tunisie en a besoin. Je pense que les moyens de la Banque africaine de développement sont assez limités, somme toute. On ne peut pas s'attendre qu'elle soit capable de dégager ce que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale sont capables de mettre à disposition. Mais c'est une aide urgente. De ce qu'on sait, de ce qu'on voit, c'est que les caisses de la Tunisie en ont ardemment besoin. Malik, vous êtes d'accord, relever l'économie tunisienne, c'est assurer sa stabilité, mais aussi la stabilité de la sous-région? Oui, Gemal vient de le dire. Et effectivement, il faut un véritable plan Marshall pour la Tunisie. C'est difficile de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on a une image caricaturale parfois de la Tunisie. On a l'impression de connaître que la Tunisie balnéaire, la Tunisie aux infrastructures, hôtels, tourisme, télécommunications. Mais il y a aussi cette Tunisie intérieure, cette Tunisie rurale, où le chômage est beaucoup plus important. Il était déjà important, mais là, il est encore davantage. Donc, il y a aussi, et le plan vise aussi à réduire les inégalités qui existent entre les régions, mais il n'est pas suffisant à mon sens, même si c'est le 3e plan. Il y a d'autres financements qui doivent venir. Et j'ai mal à raison de parler de la diversification des acteurs dans la nécessité de donner des financements à la Tunisie. J'espère qu'on aura un fonds spécial pour le Sud, pour le centre, qui sont des régions rurales, qui sont déshéritées, où vous avez des jeunes qui n'ont pas de sortie de débouchés sur le plan de l'emploi. Il faut se rappeler que la détresse un peu collective en Tunisie est beaucoup plus présente dans le Sud et dans le centre-est que sur les côtes tunisiennes, parce que vous avez les grandes villes, vous avez là où il y a l'activité économique la plus importante. Donc j'espère qu'on va s'intéresser à ce problème-là. Et bien sûr, on a besoin d'une Tunisie prospère. Vous avez la Libye qui est en plein chaos juste à côté. Donc si par effet de contagion, vous avez une Tunisie qui est ébranlée sur le plan social, elle va l'être sur le plan sécuritaire. Ça, c'est automatique. Dès lors que vous avez une population qui se révolte, vous avez une situation sécuritaire qui va être détériorée et qui profitera à qui? Malheureusement, aux groupes terroristes. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Mohamed, merci d'avoir été avec nous. Merci. Malik, merci également. Merci Fanny, c'est toujours un plaisir. Et Gemal, merci. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.